permettez, ma question sera en français, si vous permettez. Sidi Hassan, vous avez parlé à un certain moment de la modernisation de l'Occident et le fait qu'elle règne 4 siècles durant. Je voudrais juste vous poser une question sur le rôle. Est-ce qu'il y a eu un rôle de l'Andalousie pour ce lancement de l'Occident vers la modernisation et particulièrement à Averroès? Merci. Incontestablement, d'abord, la civilisation, c'est comme tout simplement des témoins, des flambeaux. On voit pratiquement donc la civilisation grecque a pris la civilisation pharaonique, et par la suite la civilisation romaine a pris la civilisation, etc., grecque, et ainsi de suite. Il fut un temps, c'était la civilisation arabo-islamique qui avait régné. Et les deux grands pôles étaient essentiellement Bagdad et Cordoue. Nous sommes la continuité de Cordoue. Et le savoir-faire, la pensée de l'Espagne musulmane était très en avance. Donc, il est établi par des chercheurs, de grands chercheurs, etc., qu'en fin de compte, Averroès avait un état incontestablement sur la pensée de l'Occident. Il est considéré aujourd'hui, tout récemment, comme étant pratiquement influent des Lumières. Avant, quand on commençait un peu les Lumières avec, disons, prémices du temps des machins de la Renaissance, aujourd'hui, dans la pensée occidentale, on considère Averroès comme un maillon. Etc., qui a dépassé pratiquement Saint Thomas d'Aquin, etc., en termes de pensée. Bon, l'Andalousie, c'est un lieu commun, servi finalement donc, de lieu finalement de passage à la Renaissance, par un travail qui a été mené, des traductions qui a été mené par l'école de Tolède. Mais il n'y a pas que l'Andalousie. On a souvent tendance à oublier la Sicile. Sicile a joué un rôle très très important. Et le sud de la France. Et le sud de la France, oui. Et le sud de la France aussi. De la France, bon, justement, Ernest Renan, lui-même, je pense qu'il est issu du sud, etc., qui a fait l'un des meilleurs travaux sur Averroès, etc., parle justement comment pratiquement le sud de la France a été le récipiendaire de l'héritage d'Averroès, à travers des traductions qui ont été faites, etc. C'est un lieu commun. Bon, nous savons aussi, que, par exemple, en termes finalement d'exploration géographique, une bonne partie de l'équipage de Christophe Colomb était des Morisques. Nous le savons. Bon, l'explication qu'on donnait, c'est parce que tout simplement on pensait qu'il allait vers les Indes et que tout simplement là-bas il fallait des traducteurs, etc. Mais l'explication ne convainc personne. Les maîtres des mers, ceux qui avaient découvert l'astrolabe, étaient finalement les géographes qu'on appelle arabes, les musulmans en fait. Donc, en termes de médecine, la médecine par exemple andalouse était très en avance par rapport à celle d'Avicenne par exemple. Le prince Zahraoui, je vous invite par exemple à aller à Cordoue, vous allez voir pratiquement le scalpin, etc., les matériaux de chirurgie, etc. Le prince Zahraoui était très en avance, et je dirais plus, il y avait pratiquement les prémices d'une énergie hydraulique. On a commencé à fabriquer finalement, grâce à la nourriture, etc., quelque chose qui aurait pu finalement donc aboutir à une énergie hydraulique, sauf qu'entre-temps, finalement, les Landes, les Morisques, les musulmans étaient arrêtés, et c'était finalement la Grande-Bretagne qui avait repris le relais avec l'énergie donc à base du charbon qui a révolutionné le monde. L'esprit andalou nous habite, ce génie nous habite. Tout à l'heure, j'étais en train de dire comme quoi, bon, une des choses qui était restée gravée dans mon esprit, c'était justement cette injonction de Lyoté en s'adressant donc à ses collaborateurs. Gardez à l'esprit, ce sont les descendants d'Averroès et c'est pour ça qu'il est impératif d'enseigner
dis à mes étudiants, oubliez tout ce que je pourrais. Mais vous devez connaître le strict minimum de la pensée des peuples. Le strict minimum. Effectivement, c'est des monstres de la pensée. C'est des monstres de la pensée. Bien sûr, les étudier non pas tout simplement, finalement, pour se gargariser sur non, mais l'esprit, garder l'esprit de ces gens-là. La Renaissance ne pouvait pas se faire sans finalement, donc pratiquement, donc la flamme était venue de la rive sud de la Méditerranée. Je vais terminer par dire deux choses. Fut un temps, par exemple, du temps de Abu Aina al-Malini. La plus grande, la cour la plus importante dans tout le bassin méditerranéen était celle qui vivait sous Abu Aina al-Malini. Et la plus importante, c'était un peu comme Paris sous Louis XIV, etc. Il y avait pratiquement Ibn Khaldoun, Ibn Marzouk, Ibn Battuta et d'autres. Et pour s'en rendre compte, il faut juste voir l'Inania, Madrasa al-Bouanania, Fès, etc. Un chef-d'œuvre. Or, ce chef-d'œuvre cachait aussi un chef-d'œuvre, donc en termes finalement de pensée. Là, quelques années après, il y avait quelqu'un qui pratiquement, dont on ne parle pas beaucoup, Aboul Hassan Ouazan, néo-africain, etc., qui est issu donc, de l'école marocaine. Donc, quand on lit la description d'Afrique, on est surpris par son esprit scientifique, sa rigueur, etc. On a l'impression qu'il est lauréat de Harvard ou de la Sorbonne, etc., par sa précision, etc. Bon, il a décrit Rome à l'époque, parce que bon, il a été enlevé, etc. Rome, à l'époque, comptait quelque chose comme 10 000 habitants. C'était une bourgade, alors que Fès était 250 000 habitants. Rome, avec tout le passé romain, est une petite bourgade. Donc incontestablement, ce sont des faits. Bon, ce sont des faits. La flamme est venue incontestablement de l'Andalousie, et puis bon, effectivement du sud de la France et de la Sicile, incontestablement.